D'ailleurs, qui est extrêmement contre-intuitif dans l'entretien que vous avez eu la gentillesse de nous donner sur le bois. Le bois, ça semble extrêmement vertueux. On se dit une maison en bois, c'est formidable. Alors effectivement, c'est formidable au début, mais si on regarde à long terme, l'aluminium, c'est peut-être meilleur pour la planète. On ne se le dit pas en première intention. Il y a beaucoup de paradoxes comme ça sur les rapports entre l'architecture et la nature. Quelle place l'architecte laisse-t-il à la nature? Et c'est Laetitia, qu'on écoute du monde, qui anime cette table ronde. Même principe, bonne demi-heure sur cette scène, et ensuite on prend les questions. Bonjour, on va commencer tout de suite le débat. Alors, effectivement, aujourd'hui, tours végétalisées, on en a parlé, et autres immeubles coiffés d'un jardin potager se multiplient dans les villes. L'architecture a-t-elle fait sa révolution pour une ville nature? Et je vais me tourner tout de suite, effectivement, vers Marie-Francesca, pour qu'elle essaye de nous répondre à ça. Bonjour, je suis très contente d'être ici et bonjour pour l'invitation, et je suis très contente aussi de pouvoir répondre juste une petite seconde à M. Tché, qui est un politicien. Les forêts verticales, on peut bien les appeler des tours coiffées, mais il s'agit, il a dit quelque chose de très intéressant pour moi en tant qu'architecte, qu'il faut penser à la ville ordinaire, pas à la ville extraordinaire. Et je crois que parfois, le devoir d'un architecte, c'est de penser justement aux choses extraordinaires, pour avoir et produire un changement qui porte une nouvelle signification, qu'on peut décrire, qu'on peut raconter. La forêt verticale à Milan, on peut la critiquer, on peut en débattre pour longtemps, mais à mon avis, c'est une expérience très positive. D'abord parce que c'est une idée très différente pour faire une architecture qui intègre la nature, qui n'a pas la nature sur la terrasse comme c'est l'architecture traditionnelle, et on a essayé de le faire. Ça a eu un coût de construction élevé, ça c'est vrai. Donc on a vendu les appartements à un coût assez haut. Mais en tant qu'architecte, on ne s'arrête pas là, on continue à expérimenter, on continue à penser l'extraordinaire. Aujourd'hui, dans la ville de Eindhoven, aux Pays-Bas, on est en train de construire un immeuble pareil qui sera une très grande partie des logements sociaux. Donc, avec l'administration d'Eindhoven, on donnera accès à la moitié des logements à de jeunes familles, jeunes rechercheurs, des jeunes qui vont commencer leur vie professionnelle, donc avec des moyens qui ne sont pas les moyens des gens les plus économiquement riches de la ville. Et on continue aussi, on est en train de présenter un projet pour Paris où la structure de la tour sera entièrement en bois. Donc il y a une recherche qui continue pour faire une architecture durable et aussi accessible du point de vue économique et social. Seulement pour répondre à cette question, et aussi si je peux dire une petite chose seulement, le fait dans le projet de Milan de se développer à Nantes, dans cette partie de la ville, a permis de créer un parc qui est bien sûr un parc public, végétalisé, et donc il a permis de consommer moins de sol et d'ouvrir à la nature en ville avec un espace public qui a dessus un programme pour toute l'année qui va se rénover, culturel, et en fait pour la ville de Milan. Et donc c'est une relation vertueuse avec architecture, municipalité et aménageurs qui n'est pas si fréquente que ça dans notre profession. Philippe Rab, vous rejoignez ce qu'elle dit sur le fait qu'intégrer la nature, c'est aussi finalement, pour l'architecte, être peut-être un peu plus humble dans ses projets et autres? Moi, je dirais que
Aujourd'hui, on s'aperçoit que, en philosophie ou dans les théories de la pensée, on est en train d'aller encore plus loin dans ces questions de relation à la nature. On a beaucoup entendu parler de la relation entre l'homme et la nature, comme s'il y avait une différence, mais aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à dire, par exemple, un scientifique américain, Timothy Lequesne, qui dit, par exemple, qu'en réalité, 80% des cellules que notre corps porte, en fait, sont extra-humaines. C'est-à-dire, c'est des bactéries, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il commence à prétendre, d'une certaine manière, que nous, on est en réalité l'homme et le cheval des bactéries. C'est-à-dire qu'en réalité, on est des porteurs de bactéries. Et dans cette vision-là, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, l'homme, on doit aussi le considérer comme un animal. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'architecture existe, c'est une raison très animale au départ. C'est parce que notre corps, il est à 37 degrés, qu'on ne peut pas survivre dans la neige tout nu. Donc on a un peu perdu de vue cette réalité animale de l'architecture. La même chose, pourquoi on se protège du soleil. L'architecture naît, on se protège du soleil, parce que sinon on a des coups de soleil et on ne peut pas survivre. Donc moi je pense qu'il faut, d'une certaine manière, repositionner l'architecture par rapport à notre position animale, et je ne crois pas du tout à cette séparation entre culture ou nature. Je crois qu'on est complètement des êtres de nature, et aussi je ne suis pas d'accord avec ce point de vue qui est d'accuser la modernité ou les Lumières d'être responsables du problème écologique. Je pense même au contraire que c'est plutôt la postmodernité qui est responsable du réchauffement climatique, puisque le grand moment, si on veut, du démarrage des problèmes, c'est en 1950, c'est l'introduction des antibiotiques, des vaccins, du pétrole, bien sûr du charbon avant, qui a totalement transformé le monde. C'est-à-dire qu'on était à 40 ans d'espérance de vie, on est à 80 ans, en 50 ans, la population mondiale a explosé. Donc en réalité, la question est, d'une certaine manière, que l'architecture et la ville doivent se rematérialiser, se re-réaliser actuel, qui est en France avec Quentin Meillas-Ferraris, en Allemagne avec Marcus Gabriel, des gens qui sont dans ce nouveau réalisme, en fait, qui est une forme de rematérialisation des choses, et je pense que l'architecture, en fait, doit répondre à ces questions naturelles de l'homme. Et pratiquement, concrètement, de quelle façon la conception des bâtiments doit intégrer cette nature? Comment vous l'intégrez? Alors, je l'intègre justement en considérant l'architecture, les éléments d'architecture, non pas comme des signes culturels, mais comme des éléments matériels, physiques, thermiques, en disant que, c'est l'interview du Monde aujourd'hui avec Christelle, avec Isabelle Régnier, qui est effectivement ce titre, d'intégrer les outils climatiques plutôt que seulement des outils géométriques, se dire qu'en réalité on peut composer avec la convection, on peut composer avec l'évaporation, on peut dessiner avec la conduction thermique, on peut dessiner avec l'émissivité des matériaux, on peut choisir un matériau par exemple, et c'est ce que savaient les anciens, enfin, quand Viollet-le-Duc va en Italie, quand il découvre Saint-Pierre, il découvre le marbre et il comprend le sens du marbre parce que c'est un matériau froid quand on le touche en Italie, quand il fait trop chaud en été, et pas du tout un matériau qui représente les banques ou la richesse ou quelque chose comme ça. Donc en fait il faut reconsidérer ces rapports, par exemple de la peau qui touche un matériau qui se refroidit au contact du marbre, et non plus le marbre comme un signe culturel qui porterait une valeur esthétique ou une valeur culturelle. Nina, je pense que vous rejoignez un petit peu ce que Philippe dit. Oui, tout à fait. Je pense que la nature, le rapport à la nature, c'est aussi de sortir de soi et de comprendre qu'on est en extension de cet univers, mais aussi surtout de comprendre que pour construire, on a besoin de cette mise en relation. On est des êtres qui ont besoin d'être dans une relation permanente pour survivre. Et c'est surtout nous qu'on a besoin de survivre et non la planète. C'est nous qu'on a besoin de trouver aujourd'hui d'autres systèmes de fabrication qui vont au-delà d'un système renfermé, mais plutôt un système inclusif où on construit par les relations et on est au-delà d'une dichotomie qui est celle de l'humain, de la nature, mais que tout finalement fonctionne de certaines façons écosystémiques et tout crée cette biodiversité. Le rapport avec la présence de la nature, c'est vrai qu'on a la tendance
tendance aujourd'hui de parler de greenwashing, etc. Je pense qu'il y a peut-être une confusion entre la place de la nature qui est essentielle pour la sociabilité finalement de nous en tant qu'individus et qui n'est pas seulement une réponse au réchauffement climatique et qui n'amène pas en soi toute seule une réponse à ça. C'est plutôt notre propre façon de faire et de vivre qui doit être évoluée et où on doit avoir un impact carbone moins élevé de ce qu'on fait actuellement et comment on puise nos énergies. Et de ce sens-là, la nature, elle vient créer un rapport pédagogique dans l'espace, un rapport social, mais aussi un rapport de prise de conscience. Et là, peut-être le Bosco vertical, il vient amener cette prise de conscience de la présence de la nature qui est essentielle dans nos environnements. Et là, oui. Concrètement, comment vous intégrez dans la conception des bâtiments la nature? Par exemple, ce qu'on voit là à l'écran, c'est un projet à Beyrouth, cette tour-là prend la nature comme un prétexte finalement conciliateur dans l'intérieur de l'espace. C'est-à-dire que c'est un espace qui est tous les baies et les ouvertures deviennent comme des jardins de rencontre entre les différents habitants et qui deviennent des lieux de rencontre. Mais aussi, c'est un peu une façon de concilier la ville avec la guerre, de retrouver une intemporalité, une certaine identité atemporelle, en fait, et finalement de tisser un rapport au temps qui est très différent aussi dans l'habitat. Travailler aussi sur une question de différence de logement entre un étage et l'autre. Donc c'est un outil de travail qui doit faire partie de la conception d'une architecture comme tant d'autres. Sur le projet précédent qu'on a vu passer, qui est une tour en bois, là le rapport de la nature, c'est plutôt un rapport à la pédagogie, à l'alimentation, la nature comme une nature nourricière qui finalement on mange par ce qu'on plante, et de ramener cette pédagogie de l'alimentation et du circuit court autour de l'alimentation qui est important pour réduire nos impacts carbone sur la planète. Et dans vos projets, vous utilisez du bois, de la terre, parce que tout à l'heure il y avait une question sur les matériaux, et je pense que c'est aussi, il y a toute une réflexion aujourd'hui, la nature elle passe aussi par ça, oui, par retrouver des matériaux qui ne soient pas le ciment. Bien sûr, donc déjà les matériaux, donc on parle de matériaux d'un côté pour leurs bienfaits humains, psychologiques, mais aussi les bienfaits en termes de leur impact sur l'environnement. Quand on construit en bois, on stocke du carbone, donc on évite l'échappée du carbone dans l'air et le périssement des arbres qui finalement relâchent du carbone dans l'air. Et aussi, on pense à une mode de pensée de construction qui est durable, celle de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un bâtiment, il a une certaine durée de vie, parce que tout bâtiment, il a une certaine durée de vie plus ou moins longue, et que finalement, à un moment donné, on peut réutiliser complètement cette matière et elle redevient ressource. Donc c'est aussi de penser à des matériaux qui sont capables de fonctionner d'une manière cyclique et qui peuvent être réutilisés, réemployés. D'où la construction bois ou la construction terre qui reviennent aujourd'hui et qui sont capables de revenir grâce aux technologies actuelles. Mais Philippe et Marie-Francesca, est-ce que vous pensez justement l'aspect matériaux est quelque chose que vous intégrez dans vos conceptions? Oui, mais je pense qu'il faut être un peu intelligent et un peu faire attention parce que effectivement le premier réflexe c'est de penser que la terre ou du bois sont écologiques et les autres ne le sont pas. C'est vrai qu'il faut prendre en compte le bilan carbone, la durée de vie du matériau. L'aluminium, ça se conserve pendant des milliers d'années sans bouger. Je ne fais pas la promotion de l'aluminium, mais pour expliquer que c'est pas tout à fait, c'est plus complexe que ça. Et puis aussi, il y a ce que je dis aussi, il y a un problème en France, par exemple,
par rapport à la Suisse, où les normes Minergie en Suisse demandent 25 cm d'isolation thermique pour les bâtiments. On construit bien, enfin c'est bien construit. En France, la RT 2012, qui est toujours valable, fait qu'on n'a que 9 cm d'isolation thermique. Alors on construit des bâtiments en bois, mais avec 9 cm, et en réalité, toute la chaleur qu'on consomme sort par les murs. Donc il y a des incohérences totales où on dit oui, c'est un bâtiment écologique, il est en bois, alors que derrière, il y a 9 cm d'isolation, et souvent, il y a des pompes froides, c'est mal construit. Donc en réalité, il faut faire très attention. Les normes vous brident quelque part. Voilà, il faut faire attention il faut regarder plus en profondeur, plus attentivement avant de donner. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est l'évolution des normes vis-à-vis de nouveaux modes de construction actuels. Il y a même le problème du chantier, c'est-à-dire que le chantier, quand on va bâtir autour en architecture, le chantier aussi, on peut travailler à essayer à contenir un petit peu la pollution qui peut générer. C'est pas seulement les matériaux de construction, c'est aussi la façon dans laquelle on va gérer un chantier. Bien sûr, il y a le problème de coût aussi, mais il faut faire face même à cette phase de l'architecture qu'on ne peut pas y renoncer. Et chercher de travailler sur elle. Ça devient un projet à part, mais très intéressant. Et une question, on a un petit peu effleuré le sujet tout à l'heure, mais faut-il aller jusqu'à s'inspirer du vivant en répliquant les formes et les structures, les formes et les fonctions de ces structures, autrement dit à faire du biomimétisme? Estelle Cruz, vous êtes au CIEVOS, donc qui est un centre de recherche d'études sur le biomimétisme. Où en est-on aujourd'hui? Quel sens ça a et où en est-on? Bonjour à tous. Aujourd'hui, oui, l'architecte a toujours entretenu un lien fort avec le vivant. Et aujourd'hui, on voit l'approche du biomimétisme émerge et permet d'aller s'inspirer du vivant. Alors, ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être pour résoudre un problème technique, énergétique. On peut se poser la question, comment est-ce qu'on chauffe, comment est-ce qu'on refroidit, comment est-ce qu'on stocke le carbone dans le vivant, pour aller ensuite regarder quel organisme font ça, avec quelle performance, donc à température et pression ambiante, par exemple, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui pour fabriquer la plupart de nos matériaux de construction. Et donc, regarder ces principes-là du vivant et le réintégrer dans le cadre de bâtiments, pour aller vers des bâtiments qui optimisent leur énergie, vont s'adapter suivant la température, la variation lumineuse. À titre d'exemple, il y a de nombreux bâtiments, souvent cités, qui s'inspirent des systèmes de ventilation des thermitaires et qui donc permettent d'avoir une consommation d'énergie pour chauffage et ventilation à moindre. Il pourrait y avoir plein de sujets, par exemple sur la question de l'allègement des structures. Faut-il bannir certains matériaux? Je ne sais pas, mais dans le vivant, par exemple, un mur plein en béton, par exemple, ça n'a pas de sens. On vient vraiment mettre la matière pile où on a besoin. Tout ce qui est ossature, enveloppe d'insectes, structure végétale, on met vraiment la matière là où il faut. Les architectes, c'est quelque chose que vous suivez, vous regardez, qui vous intéresse, cet aspect, le biomimétisme, les uns les autres. Du point de vue de la recherche, oui, bien sûr, on s'intéresse à tous. Nous, comme pratique, on n'a pas intégré ces points de vue dans notre pratique. Sinon, on cherche, mais ce n'est pas vraiment du biomimétisme. On est en train de faire une campagne de communication parce que c'est vrai qu'on intègre la nature dans l'architecture, mais il faut communiquer, éduquer, si on veut utiliser ce mot, au fait que l'arbre, par exemple, la végétation, la nature devient un habitant en tant que l'homme. Cette chose-là, c'est à Milan, en Italie, c'est quelque chose que c'est pas un donné. Donc on commence maintenant à nous, comme agence, on fait un effort qui n'est pas de notre compétence en tant qu'architecte, mais nous, on sent le devoir de le faire parce que sinon,
si on ne rééquilibre pas la relation, qui, comme justement on disait, ce n'est pas une contre-position, mais en réalité, une ville comme Milan a vécu beaucoup d'années en refusant un petit peu le monde naturel dans sa vie quotidienne. Il faut que les gens considèrent la nature comme en tant que c'est nature humaine, ont le même poids, ont la même valeur, doit cohabiter. C'est un sujet. Je crois que moi je fais d'une certaine manière de l'architecture biomimétisme, sans utiliser vraiment ce mot, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit, on comprend, par exemple, on a travaillé sur beaucoup de projets, sur la question l'air chaud est plus léger que l'air froid. Par exemple, à Taïwan, on a fait un café dans lequel, si on veut, la partie la plus froide, puisqu'on cherche l'air conditionné, on la creuse, on la met en bas, comme ça, on sait que on va habiter le frais tout en bas, plutôt que d'habiter tout en haut, là où il fait le plus chaud. Donc on s'inspire de ces principes thermiques qu'on peut retrouver effectivement dans des fourmilières ou dans d'autres systèmes existants. Tout à fait. Et, je trouve que ce qui est très intéressant dans le biomimétisme, c'est le fait de penser nos bâtiments comme des vivants, comme du vivant en fait, que c'est pas de l'immuable. Vous avez abordé cette question que finalement, ce qui n'est pas, ce qui est fixe est aussi du vivant en fait. C'est aussi une manière de penser nos enveloppes qui sont capables de respirer, de vivre en synergie et en symbiose avec leur environnement. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller vers le bioclimatique, dans le sens où associer les deux finalement. Oui, associer les deux parce qu'en fait il y a aussi une tendance parfois qu'on limite la nature mais on n'est pas en même temps durable dans cette imitation de la nature. Donc ça consomme plus d'énergie, ça devient juste une forme en fait de lecture et d'imitation de ce que la nature peut faire. Et c'est intéressant de pousser et d'aller vers le bioclimatique, comment à travers cette compréhension du fonctionnement de la nature, nous sommes capables de faire des bâtiments qui ont besoin de moins, de consommer moins d'énergie. Et on travaille là-dessus et c'est vraiment incroyable de penser que finalement, en pensant physiquement comment on pose un bâtiment dans son contexte, son matériau, la respiration de sa façade, déjà on arrive à atteindre un seuil beaucoup plus proche du confort humain nécessaire pour créer des bâtiments et des espaces qui ont besoin de moins consommer d'énergie. On le teste actuellement sur une manufacture, donc c'est un bâtiment qui a besoin beaucoup de consommation d'énergie, beaucoup besoin de consommation d'électricité, et on a pour ambition de construire un bâtiment passif qui distribue même son énergie. Donc c'est tout l'enjeu, et c'est un enjeu bien sûr de comprendre le biomimétisme et comment l'appliquer dans le bâtiment. Et effectivement, finalement, le biomimétisme va de pair avec le bioclimatisme, j'allais dire. Oui, complètement, mais je partage tout à fait. En fait, on peut imiter une fonction du vivant, mais après, on a besoin d'avoir une grille de lecture beaucoup plus large. Donc, par exemple, la grille de lecture carbone, biodiversité, pour pas être juste monofonctionnel en s'inspirant du vivant. Et on a besoin d'avoir une vision systémique. Et donc, ça, vraiment, s'inspirer des termitières, etc. Donc, c'est une vision très fonctionnelle du vivant. Donc, on imite une fonction et on l'implémente sur le bâtiment. Et on peut avoir une vision encore plus large, qui a été dite en introduction tout à l'heure avec Philippe Clergeau, sur une vision plutôt régénérative, écosystémique, où comment est-ce qu'on réintègre le bâtiment dans les écosystèmes existants, dans les grands cycles géochimiques, du carbone, de l'eau, etc. On peut avoir plusieurs niveaux d'inspiration du vivant. Merci. Merci beaucoup, merci Laetitia. Merci à vous. Dans le métier d'architecte aujourd'hui, dans leur formation. Merci. Philippe, sur la formation des architectes. Ça a été quand même évoqué dès le tout début de la matinée. Oui, tout à fait. Avec Philippe Clergeau, voilà, cette question de la formation. En fait, c'est plutôt, je dirais que
ça serait plutôt intéressant d'aller creuser, de voir ce qui se passe un peu dans les écoles, parce que effectivement, il y a d'une part une espèce si on veut, le postmodernisme d'une certaine manière reste très présent, et d'une certaine manière les architectes ont peur de cette transformation de leur métier. Et donc il y a une sorte de resserrement par rapport à une discipline qui serait une discipline idéale, mais qui en réalité a été inventée dans les années 60 par les structures, par Aldo Rossi, des architectes de cette génération-là. Et c'est vrai que la question, j'enseigne aussi aux États-Unis, à Harvard, quand j'ai enseigné là-bas en 2014, en fait, toute l'école d'architecture était en train de passer sur ces questions d'écologie, de climat, de ce qu'on a appelé thermodynamique, enfin, très proche de mon travail. Et donc toute l'école s'est transformée là. Et donc pendant 4 ans, l'agenda de Harvard était sur ces questions-là. Donc je dirais que ça se fait, mais bon, il y a effectivement des tendances un peu lourdes de rester sur une forme de la progression qui serait liée à sa propre discipline. Et ça, je crois que c'est des choses mais qui évoluent. L'intervention précédente, je pense que c'est le changement des grilles de lecture. C'est-à-dire qu'il faut déjà les outils de fabrication. Quand on prend par exemple classiquement dans l'enseignement d'architecture, et je l'ai fait, c'est que les étudiants commencent à faire une analyse de site, commencent à regarder les cartographies, commencent à regarder ce qu'on a comme outil pour représenter la ville. Et déjà de changer ces outils ou d'introduire de nouveaux outils de cartographie géographique, géologique, climatique, la présence de la nature, le mapping du vivant là-dedans, ça commence déjà à mettre en place des relations qui sont complètement différentes de la façon dont on fabrique aujourd'hui. Quand on rentre en école d'architecture, tous les bacs, en tout cas en France, peuvent entrer en école d'archi. Donc les cours de biologie, ça peut dater. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir des cours d'écologie, des cours sur comment fonctionne le vivant, parce qu'on parle de nature, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, quelles sont les interactions entre ces différents écosystèmes. Donc moi, ça me paraît fondamental pour un architecte, quand on parle de tous ces sujets de nature, d'avoir des cours sur comment ça fonctionne et comment se réintégrer dans les écosystèmes ensuite. L'école italienne, vers laquelle je suis très critique, maintenant que je suis vieille, mais en tant qu'étudiante, j'avais la même opinion, c'est-à-dire que je trouvais l'école d'architecture de Milan très peu créative, dans le sens qu'on n'avait pas, je crois que l'architecture discipline que se nourrit d'une contamination avec d'autres choses, c'est l'art, c'est d'autres disciplines. Si on ne laisse pas aux étudiants la liberté de connaître d'autres disciplines avec lesquelles ils peuvent faire des relations, je crois qu'on va limiter la formation de toute une nouvelle génération de jeunes architectes, et je crois que l'architecture va perdre quelque chose qu'il peut avoir pour le futur. Merci. Si je peux juste mettre mon grain de sel là-dessus, question d'éducation, vous remplacez architecture par droit, médecine, ingénierie, etc. Vous faites les mêmes phrases et ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire cette question des silos est un problème majeur. Je parle sous la haute responsabilité, entre autres, de Michel Busson, ancien président d'université, qui semble acquiescer en ce qui concerne la France. Il y avait madame au deuxième rang.